Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Pour celui-ci, je désirais rendre hommage au personnel hospitalier, car il travaille extrêmement dur depuis de très nombreuses années et encore malheureusement bien plus dur depuis cette crise du Covid. Auparavant, j'avais déjà pris l'occasion de rendre hommage à ces métiers essentiels, mais beaucoup trop peu valorisés. Et ce premier hommage, je l'avais fait avec Les Tribulations d'une caissière. C'est une lecture très distrayante et très amusante que je vous conseille bien sûr d'écouter. Mais ici, il est question de toute autre chose. C'est Super Toubib, une histoire vraiment incroyable que j'ai d'ailleurs tirée du livre C'était impossible et pourtant. Ce livre de Pierre Bellemare, vous le connaissez déjà, puisque je vous avais présenté l'histoire Les Amants de Melbourne. Et cette histoire était aussi incroyable. Et comme pour cette histoire-là, je vous conseille vraiment d'écouter celle-ci jusqu'au bout pour réellement comprendre en quoi elle est incroyable. Je vous souhaite une belle découverte et on se retrouve juste après. Super Toubib. La ville de Détroit, dans le Michigan, possède un record singulier. Le nombre de vitres qui se situent en moyenne dans le champ de vision d'un habitant. À moins de vous trouver dans un sous-sol ou dans les égouts, dès que vous vous baladez dans une rue de Détroit, vous pouvez voir plus de 3000 surfaces vitrées. C'est-à-dire 15 fois plus que dans n'importe quelle métropole européenne. Vous imaginez ces reflets ? Et, par voie de conséquence, un habitant de Détroit se sent à tout instant sous les feux croisés de 3000 observateurs potentiels, si l'on ne suppose qu'un individu par vitre. C'est un phénomène de pression sociale, psychologique et nerveuse qui peut, pour certains, tourner à l'obsession. Les spécialistes appellent cela un marteau social. Cette pression est omniprésente et elle explique peut-être, en partie, qu'une histoire comme celle-ci ne soit pas impossible. Et pourtant. Parmi les millions de vitres qui vous surplombent dans la ville de Détroit, nous vous invitons à plonger votre regard par les panneaux de verre bleutés qui constituent la façade du St. Paul's Hospital. Si vous avez le cœur bien accroché, et seulement à cette condition, pénétrez dans le service des urgences. Ah, vous étiez prévenu. L'atmosphère n'est pas destinée aux âmes sensibles. À côté de ce qui vous attend ici, les reconstitutions de vos séries médicales favorites font figure de gentilles maisons de poupées pour petites filles modèles. La plupart des demandeurs de soins n'ont droit qu'à une chaise métallique dans la grande salle. Lorsque les ambulanciers ou les policiers amènent quelqu'un en trop mauvais état, on glisse un brancard de plus le long d'un couloir. Les cabinets de consultation, ne les cherchez pas. Ils sont transformés depuis belle lurette en mini-salles d'intervention. Les consultants les plus chanceux ont droit à l'une des niches alignées contre les murs, délimitées symboliquement par des rideaux de plastique sur lesquels, pendant les changements d'occupants, des nettoyeuses tentent d'effacer le plus gros des éclaboussures. Il y a juste la place pour un fauteuil inclinable, destiné aux patients, et dans certaines, un tabouret pour le praticien. Si vous parvenez à supporter la vue d'un tel endroit, bouchez-vous au moins les oreilles et le nez. Ça hurle de douleur ou d'énervement, de peur de la mort ou d'effroi devant les hallucinations de la drogue. « Mon bébé! Sauvez mon bébé !»« Je vous étriperai tous, bande de bâtards !»« Amenez-moi une infirmière blonde. Je veux une blonde. Pitié. Laissez-moi mourir. »« Ouais, c'est ça. Laissez-le mourir et occupez-vous de moi. Ça fait 8 heures que je me pisse dessus. 8 heures !» 3 vigiles se relaient 24 heures sur 24 aux côtés du personnel soignant
pour calmer, pour faire patienter, pour maîtriser les énergumènes les plus dangereux. L'affluence et le manque chronique de moyens n'ont fait que s'accroître depuis que la crise a provoqué la récession de l'industrie automobile, principal support économique de Détroit. La faillite de centaines de petites entreprises de sous-traitance a propulsé dans la précarité des dizaines de milliers de familles. Dr. Hoyce, Dr. Mamour, gentilles marionnettes de fiction, fouillez. Cet enfer n'est pas pour vous. En revanche, il est le domaine de quelques figures exemplaires qui parviennent à survivre dans ce climat permanent de catastrophes et même à y réaliser des prodiges quotidiens. Hélas, nombre de ces êtres admirables sont victimes de leur altruisme. Pour la plupart, ils finissent à plus ou moins brève échéance par y laisser leur propre santé, si ce n'est leur peau. Un burn-out avec arrêt maladie obligatoire? Pour ces forçats du sacrifice personnel, c'est encore le moindre mal. Certains, pour masquer leur épuisement moral et physique, sombrent dans l'alcool ou les drogues dures. D'autres refusent ce recours, mais pètent un plomb et passent de l'autre côté de la barrière à la section psychiatrique. Un homme fait exception à cette loi du malheur. Un médecin d'origine française, le docteur de Lignac, René de Lignac. Il approche la cinquantaine. C'est un grand échalas au visage fin, le poil si noir que sa barbe semble dessinée au charbon, même lorsqu'il est rasé de très près. Les sourcils, eux, sont perpétuellement en bataille et pourraient lui donner un air un peu terrifiant si l'intensité du regard ne venait vous rassurer d'emblée sur l'amour que cet homme-là porte à ses semblables, qu'il soit pauvre, menaçant, désespéré, noir, blanc, jaune. Oui, dès que les yeux du docteur de Lignac se fixent dans les vôtres, vous savez que toute son attention vous est acquise, même si, avec ce rythme inhumain des urgences, il n'a que quelques minutes à vous consacrer. Les enfants le sentent immédiatement. Ils miaulaient depuis des heures, de frayeur, de fatigue ou de douleur. Voici que cet interminable escogriffe se penche sur eux, avec sa tête de barbe bleue et ses avant-bras poilus qui dépassent de sa blouse, et c'est magique. Du poupon jusqu'au petit traîne ruisseau de 7 ans, capable de vous trancher la gorge avec un tesson de bouteille, les voilà calmés, prêts à se laisser examiner, alors que la seconde d'avant, ils ressemblaient à des chats enragés. Ne demandez pas comment fait le docteur de Lignac. Personne n'en sait rien. D'ailleurs, il semble bien qu'il ne fasse rien de particulier, à part ouvrir sincèrement son cœur. Il est entré au St. Paul's Hospital il y a 4 ans, et à l'origine, il devait intégrer le service d'oncologie. Auparavant, comme tous les nouveaux médecins, il a été accueilli dans tous les autres secteurs, dans les 3 bâtiments principaux, pour un stage de prise de contact, histoire de se familiariser avec le climat de l'établissement et de connaître ses principaux confrères. Les urgences, l'enfer, comme les surnomment nombre de soignants, faisaient partie de ce tour d'horizon. Le docteur de Lignac a demandé à y prolonger son séjour, à l'étonnement de tous, parce que c'est justement l'endroit où personne n'aurait envie de s'attarder sans y être obligé, surtout quand un beau bureau vous attend à un autre étage avec votre nom sur la porte et un bon fauteuil de cuir. René de Lignac, lui, s'est senti à sa place dans cette marmite bouillante de souffrance et il s'est arrangé pour y rester.
La directrice des ressources humaines n'allait pas s'en plaindre. Sur le poste initialement prévu, elle n'avait que l'embarras du choix. L'oncologie était à la mode depuis 10 ans. Les spécialistes se battaient pour un poste fixe. En revanche, tomber sur un gros calibre comme Delignac, qui accepte de travailler dans la cage aux fauves des urgences à Détroit, c'était une chance à ne pas laisser passer. Donc, depuis 4 ans, le Français prodigue son énergie à ce véritable sacerdoce. Son inépuisable énergie, qui laisse pantois les plus robustes brancardiers. Ce type-là, il est épais comme une asperge montée en graines. Vous avez l'impression qu'il suffirait de lui souffler dessus pour qu'il bascule? Eh bien, regardez-moi ça. Il est capable de bosser sur 3 vacations d'affilée, comme si de rien n'était, alors que nous, à la 2e, on est sur les rotules. Vous pourriez nous dire à quoi il carbure? À quoi il carbure, Super Toubib, comme on le surnomme? Il fonctionne à l'optimisme. Selon lui, quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Voilà ce qu'il dit quand il entend un collègue ou une infirmière se lamenter sur les conditions de travail à Saint-Paul. Et les rares jours où il est en veine de confidence à la cafétéria, il ajoute avec un clin d'œil « Et Saint-Paul, ce n'est pas le fond du trou, malgré tout ce que vous pensez. J'ai vu pire, bien pire, croyez-moi sur parole. Mais vous voyez, je n'en suis pas mort. » Oui, on voulait bien le croire sur parole, le Frenchie. Mais quelques précisions, ça vaut toujours mieux qu'un clin d'œil. Alors, les précisions, on les a eues. Pas par lui, qui ne se vantait pas de ses exploits, mais par une indiscrétion. Il s'en produit toujours dans les très grosses boîtes, malgré les consignes de confidentialité. La fuite, cette fois, est venue d'une secrétaire du service du personnel. À la cafétéria, justement. La fille en question, Daisy, on la voyait qui s'arrangeait, 5 jours sur 6, pour se trouver au self au même moment que Delignac. Le manège de la secrétaire n'a pas échappé à d'autres membres du personnel féminin. Les horaires de service du séduisant médecin étaient absolument irréguliers. Alors, voir la Daisy se pointer avec son petit plateau repas, par hasard, 15 fois de suite. Elle tirait une langue longue comme ça, et s'asseyait à une table d'où elle pouvait avoir le French Doctor en ligne de mire. Or, Daisy n'était pas cataloguée dans le genre timide. Loin de là. Alors, lèvres en feu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en pinces pour Barbe Bleue? On ne voit vraiment pas ce que tu lui trouves, avec ses sourcils de sauvage, mais si c'est le coup de foudre, fonce. Pas un mâle dans cet hosto ne résisterait à l'échancrure de ta blouse. Stop, les filles, faut pas parler de lui comme ça. Il n'est pas comme les autres. Oh, mais d'y voir, c'est du sérieux. Boum boum, le petit cœur de Daisy. Je crois bien que oui. Il ne porte pas d'alliance. Peut-être qu'il est vraiment célibataire. Renseigne-toi. Vous pensez bien que je l'ai déjà fait? C'est moi qui ai mis son dossier sur informatique. Alors là, ma vieille, tu ne peux pas garder ça pour toi toute seule. Raconte. C'est une pointure, ce type. Il a fait ses études et son internat en cancérologie à Paris, mais il a bourlingué aux 4 coins de la planète. Il a été l'un des premiers à partir en volontaire pratiquer la médecine de terrain en zone de guerre, et il en a rapporté une telle expérience qu'il a participé à la création d'une des premières ONG médicales. Ensuite, il a vécu en Chine pour apprendre l'acupuncture à l'Académie de Pékin. Il a poursuivi sur la médecine chinoise traditionnelle par les plantes. Au retour, il a mixé ses nouveaux acquis avec ses connaissances en médecine allopathique occidentale et il a fait une spécialité sur le traitement des grandes douleurs. Il a dirigé un hôpital mobile au Kosovo. Je vous en passe. Donc, quand il se permet de nous dire qu'ici, on n'est encore pas si mal loti, il sait de quoi il parle. Ok, on va lui faire total respect.
Et ne t'inquiète pas, cœur à prendre, on va t'aider à le dégommer, ton oiseau rare. » Les jours suivants, le groupe de filles, pouffantes et complices, s'arrangea pour occuper à 3 reprises l'ascenseur qui transportait de Lignac. Elle portait tant de dossiers ou de matériel que Daisy se retrouvait plaquée contre le docteur. Il posait sur la secrétaire son perpétuel regard bienveillant et la gratifiait de son sourire chaleureux, mais il n'accordait aucune attention particulière au décolleté réputé irrésistible. « Bon, pas de chance, ma belle. Il est gai, ton French lover. » Mauvaise pioche. Vérification faite, il occupait seul un appartement au centre de Détroit, non loin de l'hôpital. On ne lui connaissait aucune liaison, ni masculine, ni féminine. Il fallut bien admettre que ce bonhomme-là ne vivait que pour sa passion, la médecine et le soulagement des grandes douleurs. Quand il rentrait dormir chez lui, plutôt que dans la chambre de pause du sous-sol, il emportait son beeper et se maintenait constamment sur la liste des praticiens disponibles en cas d'accident de masse. Seule condition spéciale qu'il avait exigée dans son contrat, cumuler les jours de repos qu'il ne prenait pas. Les Américains n'ont jamais de longues vacances. Le Français voulait bénéficier tous les 2 ans de 3 mois de congés ininterrompus pour retourner pratiquer la médecine de terrain et même de jungle en Amérique du Sud. Vous le constatez, on était bien en présence d'une de ces natures rarissimes, entièrement tournées vers le bien d'autrui, que l'on désigne parfois comme des saints laïcs. Et cette sainteté allait bientôt accomplir ce que certains qualifièrent de miracle. À vous d'en juger. L'enchaînement de circonstances relève de l'exception, où tout concourt à la catastrophe. Plein hiver, froid intense, toutes les rues sont enneigées et glissantes. Une sorte de bronchite virale se répand, dont on se demande si elle n'est pas le prélude à une épidémie. Rien qu'avec cela, les urgences sont déjà prises d'assaut. Survient alors cette collision entre les 2 autobus qui provoque un carambolage en chaîne. Dans un premier temps, les secours retirent des épaves en miettes 3 morts, 34 blessés, dont 18 dans un état grave. Pour des raisons de proximité, la majorité d'entre eux est acheminée vers Saint-Paul et les salles d'opération tournent non-stop. C'est dans ce cadre d'apocalypse qu'un nouveau groupe de gens, pauvrement vêtus, bouscule toutes les files d'attente qui s'entassent au guichet de réception. Au milieu des réactions surchauffées, on entend les arrivants implorer « Au secours! Ils vont tous mourir! Aidez-nous » Explication. Au bord du trottoir, en bas de chez eux, une voiture stationnait en ventouse depuis 2 semaines. Ce break hors d'âge servait de domicile à une famille, les Boyd, le père, la mère et leurs 3 enfants, 6 ans, 4 ans et 18 mois. Lewis Boyd, ouvrier soudeur, avait été licencié au printemps. Déjà endetté, incapable de payer son loyer, il avait été expulsé. Le dernier refuge, c'était ce véhicule rouillé. Boyd avait trouvé cette place libre dans une rue encore éclairée où les bagarres et les coups de feu étaient relativement peu fréquents. Pour entretenir une température vivable, il faisait tourner le moteur au ralenti 1 heure de temps à autre. 2 nuits plus tôt, la mécanique avait rendu l'âme et le chauffage avec elle. Trop de malheur, c'est trop. Lewis avait décidé de mettre fin à cette vie de chien, pour lui et pour les siens.
Il avait préparé une mixture infecte, à base de tous les restes de détergent qu'il avait pu trouver au fond des poubelles, et il en avait fait ingurgiter un bol à chacun, lui-même finissant le fond de la casserole. Ce n'est pas si facile de mourir. Lorsque la souffrance était devenue intolérable, le malheureux était sorti en hurlant pour ameuter les riverains de ce quartier miséreux. Avec les alertes d'urgence habituelles et le carambolage monstre, le standard des pompiers était saturé. Celui de la police, idem. Impossible de trouver une ambulance libre à 100 km à la ronde. Les braves gens du voisinage avaient donc sorti la famille Boyd de la voiture mouroir, avaient réparti ses membres entre 3 véhicules privés, précédés et suivis par d'autres, tous klaxons bloqués et clignotants en action. Cette colonne avait réussi à se dégager un chemin dans la ville sinistrée en grimpant sur les trottoirs jusqu'au premier hôpital, Saint-Paul, comme de bien entendu. Les Boyd, viscères perforés par les acides, étouffant du sang qu'ils vomissent, sont mis sur des chariots et poussés jusqu'aux urgences. Les 3 vigiles sont débordés devant cette horreur. Une infirmière, pourtant âgée, mais de service depuis 26 heures, s'effondre au pied d'un mur en sanglotant. Et voici que, dominant cette scène d'épouvante, s'impose la voix du docteur Delignac. Forte, autoritaire, claire et calme. Amenez-moi les témoins capables de s'exprimer clairement. Les autres, dehors. Infirmière, relevez-vous, je vous prie. Vous allez être formidable maintenant, je vous le garantis. Oui, docteur. Où en sont les salles d'op? Pleines? Pour au moins 6 heures encore, docteur? Je dois opérer immédiatement. Dégagez-moi les 2 cabinets de consultation. J'ai dit les 2. Et trouvez tout ce que vous pouvez comme matériel de désinfection et comme drap stérile. Je vous dresse la liste des instruments dont je vais avoir besoin. Mettez les 5 patients dans la pièce de gauche. Déshabillez, préparez, maintenez les fonctions vitales. Et vous me les amènerez l'un après l'autre dans la salle de droite. Je commence par le bébé. 2 assistantes avec moi. Maintenant. C'est une scène d'anthologie. Une de celles qui inspirent sûrement les scénaristes. Pendant des heures, René Delignac va inciser, nettoyer les organes digestifs lésés, réparer des artères devenues fragiles comme du papier à cigarette. Que sais-je encore? Il va se livrer à des gestes si complexes que nous serions bien dans l'incapacité de les comprendre. Bref, la famille Boyd va s'en tirer. Pas tout à fait indemne, mais tous sont vivants. Seule la maman, qui souffrait de malnutrition et avait eu des antécédents alcooliques, devra être suivie pendant plusieurs années pour éviter les hémorragies. C'est un drame affreux, mais le pire a été évité. René Delignac, super toubib, sera mis à l'honneur, comme le mérite son attitude admirable. Le service relations publiques de l'hôpital va même légèrement forcer la note. Ce sauvetage magnifique contribuera à redorer le blason de Saint-Paul. Depuis quelque temps, l'établissement lutte contre le manque chronique de moyens, mais aussi contre un autre fléau. Celui-là se présente sous la forme d'avocats de 3e zone qui hantent les salles d'attente et font les 100 pas sur le trottoir aux abords des sorties. Ces charognards, il n'y a pas d'autre terme, s'introduisent même dans les chambres en profitant des heures de visite. Ils guettent le moindre signe de mécontentement chez les patients ou leurs familles. Ils commencent par se révolter, sur le même ton, du traitement inqualifiable et de l'incapacité du personnel. On les écoute,
puisque l'on suppose qu'ils font partie du public lésé. Ils sortent alors leur carte de visite. C'est pour ça que des dizaines de gens dans votre situation m'appellent ici. Vous êtes fondé de réclamer des dommages et intérêts. Un de mes clients a obtenu 1,5 million de dollars. Et pour beaucoup moins de préjudice que ce qu'on vous fait subir. Vous ne trouvez pas scandaleux que ces grands pontes, qui se pavanent dans leur blouse et qui ne vous répondent même pas, eux, ils roulent en Cadillac et se baignent dans leur piscine chauffée? C'est la honte de l'Amérique, ce système. Tenez, signez ce contrat. Il fait de moi votre représentant légal et je vous fiche mon billet qu'on va les faire cracher, les gros Richards. Vous n'avez pas de quoi me payer? Ne vous inquiétez pas, mon travail ne vous coûtera rien. On fait juste 50-50 sur les sommes que j'obtiendrai. Vous voyez le topo. Sur les dizaines de procès à la chaîne, ces raclures de prétoire parviennent à en gagner un par-ci par-là et payer leur whisky. Souvent, l'hôpital qui connaît le cirque habituel préfère un arrangement rapide et direct plutôt que des dossiers qui traînent. Pour lutter contre cette plaie et la mauvaise image de marque qu'elle finit par développer, la directrice de Saint-Paul prépare une fête, au cours de laquelle René de Lignac sera décoré, en présence du maire, devant les caméras. Le récit de son exemplaire sang-froid, qui a sauvé la famille Boyd, est déjà détaillé dans un solide dossier de presse. Mais si, René, vous le méritez, et notre établissement aussi. Nos chargés de com ont écrit l'histoire. Jetez-y un œil pour éliminer toute inexactitude. Ah, oui, aussi. Le service juridique a relevé que, pour effectuer la partie de votre intervention qui touche au vasculaire, il fallait une certaine qualification certifiée. Vous l'avez, bien entendu. Bien entendu, puisque j'ai opéré. Parfait. Il se trouve juste que vous ne nous aviez pas communiqué le certificat. Il est vrai qu'avec votre curriculum vitae, on n'était pas à un papier près. Mais là, avec tous ces fouilles merdes à l'affût du moindre grain de sable, il nous le faudrait. Je crois bien que j'ai perdu l'original dans un dispensaire africain. Ah, les baroudeurs. Vous et l'administratif, ça fait 2. Vous savez, les poseurs de bombes, les snipers et la famine ne nous demandent pas de paperasse. Faites-en tirer une copie par l'Académie d'origine de ce certificat. Ce sera suffisant. Ça ne va pas être évident. Je l'ai obtenu en suivant un séminaire en Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Depuis, leurs archives ont plus ou moins été dispersées. Si vous croyez que j'ai le temps de... Je ne vais pas vous casser les pieds, René. On s'en occupe pour vous. Notre secrétaire, Daisy, est une championne pour reconstituer les dossiers compliqués. No problemo. Eh bien si. Un tout petit problème quand même. Lorsque Daisy se met sur la piste du certificat manquant, non seulement elle n'en trouve pas la moindre trace, mais il s'avère que le séminaire médical en Allemagne n'a jamais eu lieu. En allant un peu plus loin, Daisy va découvrir que les références, toutes les références fournies par le docteur de Lignac, sont fabriquées, avec des erreurs qu'un œil un tant soit peu averti des études médicales aurait pu déceler. Les diplômes sont des faux. Certains ont été peaufinés avec soin, d'autres bâclés à l'emporte-pièce. Mieux encore, ou pire, le docteur de Lignac n'existe pas. Qui est-il vraiment? Le mieux serait de le lui demander personnellement. Cela sera difficile. Dès qu'il a compris que cet insignifiant détail administratif allait dévoiler le pot aux roses, il a disparu. En quelques heures. Volatilisé. Vu qu'il a franchi la frontière de plusieurs États, l'affaire se complique. Elle devient du ressort du FBI. Les agents fédéraux ne le retrouveront que 2 ans plus tard. À cause d'une nouvelle petite erreur. Il a repris une identité française, à consonance du Sud-Ouest, son péché mignon.
Elle ressemble d'un peu trop près à celle sous laquelle il est recherché. Robert Malinac. En fait, le docteur René de Lignac se nommait à l'origine Béchir Yared, de nationalité tunisienne. Seule sa mère était française. Au moment de son arrestation, le pseudo Malinac est mécanicien dans un garage pour motos de collection. Un excellent mécanicien. Tout comme il avait été pâtissier chez un grand traiteur, un excellent pâtissier. Auparavant, il avait été un excellent agent d'assurance. On l'a apprécié comme excellent conducteur d'engins sur les chantiers, et même vénéré comme un excellent médium dans le carré français de la Nouvelle-Orléans. Les enquêteurs devront d'ailleurs renoncer à déterminer exactement le nombre d'identités que Yared a pu usurper, aussi bien que le nombre de métiers qu'il a exercés, toujours à la plus grande satisfaction de ses employeurs et de ses clients. Quant au psychologue, il commence bien sûr à se jeter avec délectation sur ce cas d'exception. Puis, il se gratte la tête avec embarras. Ils sont effectivement assez d'accord pour étiqueter Yared comme mythomane. Mais au fond, pas plus que bien des gens que vous croisez dans l'autobus. Et sûrement moins que certains qui roulent en limousine et tirent les ficelles de l'État. Pour le reste, perplexité chez les explorateurs de cerveau. Yared ne semble avoir aucune tendance particulièrement perverse. Profit, pouvoir, satisfaction de son ego? Oui, bien sûr. Il faut bien une motivation pour avancer dans l'existence. Surtout quand on réalise des parcours difficiles. Il en convient d'ailleurs volontiers, mais là encore, il n'en est pas plus dévoré que vous et nous, ou n'importe quelle personne dite normale. Et sûrement beaucoup moins que bien des véritables mandarins de la médecine. Il reconnaît simplement qu'il vit de cette manière, qu'il a toujours vécu ainsi et qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit. Il me semble même que j'ai plutôt fait du bien à mes semblables, ne croyez-vous pas? Et même davantage de bien que des tas de gens que vous ne traînez pas devant la justice? Les poursuites contre lui ont d'ailleurs été assez restreintes. Un arrangement a été passé avec le procureur par un important cabinet d'avocats qui défendait les intérêts de Yared. Le marché concluait que le prévenu avouerait tous les délits reprochés et ferait des excuses écrites à toute victime qui en ferait la demande, en échange d'un arrêt des poursuites et d'un internement psychiatrique d'une durée adéquate. L'important cabinet d'avocats précisait que, en cas de demande d'indemnisation, il était aussi mandaté pour accepter à hauteur de quelques millions de dollars. Vous devinez qui a payé les avocats? L'hôpital Saint-Paul, évidemment. L'établissement ne tenait pas à ce qu'un procès soit tenu, où l'on poserait clairement la question « Qui a engagé ce médecin sur la base de diplômes bidons ?» Reste aussi une réalité indéniable. Les postes que Béchir Yared a occupés nécessitaient pour la plupart des compétences élevées. Par exemple, les actes médicaux du docteur de Lignac. Ils ont bel et bien sauvé des dizaines de patients. Lorsque les vrais médecins ont demandé à ce curieux escroc d'où il tenait ces connaissances si diverses, il a vaguement parlé d'une sorte de visitation. Une voix, différente à chaque fois, venait lui chanter dans la tête ce qu'il devait savoir. Il a aussi mentionné un souffle qui guidait sa main. Cependant, en affirmant cela, il laissait percer un sourire si ambigu au milieu de sa barbe bleue que les experts se sont demandé si Yared croyait vraiment ce qu'il racontait, ou s'il était encore en train de rouler dans la farine tout ce beau monde assoiffé d'explications. D'ailleurs, aux dernières nouvelles,
il serait bien possible que le ressortissant tunisien Béchir Yared, dit de Lignac, dit Malinac, excellent médecin, mécanicien, médium, agent d'assurance, conducteur d'engins de chantier et pâtissier, n'ait jamais mis les pieds en Tunisie et qu'il ne se nomme pas non plus Béchir ni Yared. Alors, même si nous ne savons pas réellement qui il est, on peut au moins dire qu'il est exceptionnel. Si cette lecture vous a plu, pensez à liker, à partager, parler de mes lectures autour de vous, et bien sûr, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture, ou peut-être à très très vite, plus vite que cela, puisqu'il vous reste beaucoup de lectures encore à écouter qui ont déjà été publiées. Peut-être. À tout de suite.